Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, on plonge ensemble dans l'épisode 441 de Plus belle la vie, encore plus belle, un chapitre sous haute tension où chaque seconde compte. La nuit s'ouvre sur une grange bouclée par la police scientifique, des gyrophares qui lacèrent l'obscurité, et une certitude glaçante, les ravisseurs se sont évaporés juste avant l'arrivée des forces de l'ordre. Ariane et Patrick sentent la trahison dans l'air. Une alerte d'Idriss tombe comme un coup près. Achat suspect, batterie de quat, matériel de verrouillage, et surtout une livraison au nom d'Hugo Basque. Le doute se mue en piste, puis en menace. Qui a vraiment tiré les ficelles depuis le début? Pendant ce temps, le drame frappe au cœur des Kepler. Dans un bureau silencieux, Ulysse surprend un cambriolage et s'effondre sous 2 coups de feu. Bang! Bang! Entre amour toxique et manipulation pure, l'ombre d'Ophélie s'allonge, Hugo vacille, Florian craque, et le plan initial implose. Si Ulysse survit, tout l'édifice peut s'écrouler. S'il meurt, c'est une guerre ouverte. Au Mistral, d'autres vies avancent au bord du précipice. Jennifer déploie son énergie débordante pour apprivoiser la colocation avec Louis, tandis que Baptiste lutte pour sauver son chantier, protéger son emploi et préserver l'innocence de Mathis. Une main tendue, un regard qui s'attarde, et déjà une nouvelle ligne fragile se dessine entre responsabilité et sentiment. Au commissariat, l'étau se resserre. Hugo a disparu. De la chaux vive a été livrée. Les comptes, les trajets, les contacts seront passés au crible. Sur la corniche, Vanessa fixe la mer, partagée entre espoir et pressentiment. Elle ne le sait pas encore, mais la nuit n'a pas fini de parler. Restez avec moi. Dans cet épisode 441, nous allons suivre la traque, comprendre le piège, décoder les aveux, et revenir sur chaque geste qui a conduit à l'instant où tout bascule. Entre enquête, trahison et choix impossibles, Plus belle la vie signe l'un de ces épisodes les plus nerveux de la saison. Prêt à tout revoir, pas à pas, jusqu'au choc de l'hôpital et au face-à-face final. L'épisode s'ouvre sur une ambiance tendue, presque étouffante. La grange, désormais vide, est bouclée par la police scientifique. Des gyrophares clignotent dans la nuit, projetant des éclats bleus sur les troncs d'arbres détrempés. Ariane, le visage fermé, téléphone à l'oreille, écoute attentivement Charlotte, une habitante du hameau voisin. Je vous jure, capitaine, j'ai vu 2 hommes quitter la grange en quat. Ils sont partis à toute vitesse, juste avant que les flics n'arrivent. Vous avez vu leur visage ? Demande Ariane, déjà sur les nerfs. Non, ils portaient des casques. Mais il y avait de la boue partout, et j'ai entendu un moteur d'utilitaire juste après. Ariane raccroche, le regard sombre. Elle se tourne vers Patrick Nebout, qui observe la scène, les bras croisés. Ils nous ont filé entre les doigts. Une fois de plus. Patrick hoche la tête, grave. Et ça ne colle pas. Comment savait-il qu'on arrivait ? Quelqu'un les a forcément prévenus. Soudain, un cri attire leur attention. À quelques mètres de là, des policiers s'affairent autour d'une silhouette allongée au sol. Ariane et Patrick accourent. Ulysse Kepler est là, blessé, le visage blême, la main pressée contre son flanc. Du sang tache sa chemise. Ulysse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Crie Ariane en s'agenouillant. Il tente de parler, la voix tremblante. C'est Ophélie. Elle m'a piégé. Elle a tout manigancé depuis le début. Les mots résonnent comme une détonation. Ariane échange un regard stupéfait avec Patrick. Ophélie Kepler, la sœur qu'il croyait victime, serait en réalité l'instigatrice du plan ? Pendant ce temps, au commissariat, Idriss travaille sans relâche sur les relevés informatiques. Son regard se fige soudain sur un détail, une commande en ligne passée quelques jours avant l'enlèvement. Il appelle Ariane, le ton tendu. Ariane, j'ai quelque chose. Un des ravisseurs, Florian Donnel, a fait un achat sur un site de bricolage, du matériel de verrouillage, des sangles et des batteries de quat. Mais regarde ça, l'adresse de livraison n'était pas à son nom. À qui alors ? Chez Hugo Basque. Un silence glacial s'installe à l'autre bout du fil. Ariane fronce les sourcils.
Hugo Basque? Le petit ami d'Ophélie? Exactement. Et ça change tout. S'il a réceptionné le matériel, c'est peut-être lui le véritable cerveau de toute l'opération. Ariane inspire profondément. Tu veux dire qu'il aurait manipulé Ophélie ou pire, qu'ils étaient complices depuis le départ? C'est ce qu'on va devoir prouver. Mais à ce stade, tout pointe vers lui. Idriss se lève, ferme son dossier d'un geste sec. Dans son regard, plus aucun doute, Hugo Basque n'est plus un simple suspect. Il est désormais au cœur du piège. Et pendant qu'à l'hôpital Ulysse lutte pour survivre, dans l'ombre, le vrai chef du plan continue de tirer les ficelles. Dans la quiétude trompeuse d'une villa isolée, à l'abri des regards, Ophélie Kepler et Hugo Basque vivent une parenthèse irréelle, comme si le monde extérieur n'existait plus. La maison, élégante mais silencieuse, appartient aux Kepler, un lieu que Vanessa ne fréquente jamais. Ici, le calme règne, et tout semble figé dans une illusion de paix. Assis sur le canapé, un verre à la main, Hugo observe Ophélie, le visage empreint de fatigue et de regret. Il finit par briser le silence, d'une voix sincère et rauque. « Je me suis comporté comme un salaud. » Ophélie relève les yeux, surprise. Il continue, sans détour. « J'ai été lâche. J'ai voulu te manipuler, te faire croire que tout ça, c'était pour nous alors que je pensais qu'à moi. J'ai merdé, Ophélie. Je t'ai fait à l'envers, et j'en ai honte. » Elle le regarde longuement, sans un mot. Puis, lentement, elle s'approche. Ses yeux brillent d'une douceur désarmante. « T'as fait une connerie, oui. Mais au moins, t'as le courage de l'admettre. Et ça, c'est rare. » Elle pose une main sur sa joue, son ton se fait plus intime, presque tendre. « Je te pardonne, Hugo. Parce que malgré tout je t'aime. » Un silence suspendu. Il ferme les yeux, apaisé par ces mots qu'il n'espérait plus entendre. Leurs fronts se touchent. Le temps semble s'arrêter. Puis, avec ce sourire mystérieux qui la caractérise, Ophélie murmure à son oreille. « Tu sais ce que tu veux, et tu t'en donnes tellement les moyens. C'est ce que j'aime chez toi. » Hugo la regarde, troublé. Elle a cette manière de le séduire et de l'enchaîner tout à la fois. Entre eux, tout est mélange de passion et de manipulation, d'amour et de danger. Il glisse sa main sur la sienne, presque dans un souffle. Alors on continue, tous les deux? Jusqu'au bout. Répond elle, le regard intense. Mais dehors, le vent souffle dans les palmiers du jardin. Et au loin, quelque part dans la nuit, Ariane et Idriss s'apprêtent à frapper à la bonne porte. Leur havre de paix n'est qu'une illusion. Le piège, lui, est déjà refermé. Le matin s'installe doucement dans l'appartement de Barbara. Le soleil filtre à travers les volets, diffusant une lumière tiède sur la table du petit déjeuner soigneusement dressé. Jennifer s'affaire en cuisine, un sourire satisfait aux lèvres. Croissant, pain au chocolat, café fumant et jus d'orange fraîchement pressé, rien n'a été laissé au hasard. Quand Louis sort de sa chambre, encore un peu endormi, il la trouve déjà installée, débordante d'énergie. « Bonjour, voisin de palier et de cafetière. » plaisante-t-elle. Il esquisse un sourire, surpris par tant d'entrain. « T'as fait tout ça? » Bah oui. On va pas commencer la colocation sans un bon petit-déj. Et d'ailleurs, tu peux me tutoyer, hein? Le « vous », ça me donne l'impression d'avoir 20 ans de plus. Louis, un peu gêné, s'exécute. D'accord Jennifer. Voilà, c'est mieux. Répond-elle en lui tendant une tasse. Café ou jus? Ou les deux? Louis choisit le café, touché par tant d'attention, même s'il a un peu de mal à suivre le rythme effervescent de sa colocataire. Plus tard, au Mistral, Jawad croise Louis et lui lance un regard complice. Alors, ce nouveau chez toi? Comment ça se passe avec Jennifer? Louis soupire, à mi-chemin entre amusement et épuisement. Elle est dynamique. Très dynamique. Jawad éclate de rire. C'est le moins qu'on puisse dire. Fais gaffe, elle va te recruter pour ses soirées à thème avant la fin de la semaine. Louis hausse les épaules, sans imaginer que la prophétie est déjà en marche.
De son côté, Jennifer rejoint Luna au comptoir du Mistral, tout sourire. J'ai une idée. Ce soir, j'organise un apéro dînatoire. Histoire de briser la glace avec Louis. Il est un peu réservé, mais je suis sûre qu'il est sympa quand il se détend. Luna sourit, amusée. Un apéro pour un introverti, bon courage. Jennifer hausse les épaules. Promis à Barbara de tout faire pour qu'il se sente bien. Alors, mission intégration activée. Dans l'après-midi, Barbara appelle depuis la Bretagne. Sa voix résonne dans l'appartement via le haut-parleur du téléphone. Les amis, je vous préviens, je reste ici jusqu'à la fin de la semaine. Mon père a encore besoin de moi. Jennifer la rassure, le ton enthousiaste. T'inquiète pas, tout roule ici. On va même faire un petit apéro pour détendre l'ambiance. Parfait. Répond Barbara. Louis a besoin de se sentir un peu chez lui. Louis, dans un coin, fait mine de sourire. Mais dès qu'il se retrouve seul avec Jawad, il lâche la vérité, presque à voix basse. J'ai pas osé dire non à son apéro. Mais franchement, j'aurais préféré rester dans ma chambre avec un bon bouquin. Jawad rit doucement. T'inquiète, mec. Avec Jennifer, t'auras pas le temps de t'ennuyer. Louis sourit, résigné. Une chose est sûre, la vie tranquille qu'il espérait en colocation s'annonce beaucoup plus animée que prévu. Sur le chantier, la journée a mal commencé. Baptiste est accroupi devant un mur fraîchement décoré de traits maladroits et de taches multicolores. Matisse, fier de sa création, a laissé libre cours à son imagination avec un pot de peinture rouge vif. Audrey, l'air gêné, arrive sur place. Oh non, c'est lui qui a fait ça? Baptiste soupire, le front couvert de sueur et de fatigue. Ouais. Il voulait m'aider à travailler. Résultat, je vais devoir tout repeindre avant que le proprio ne débarque. Mais le propriétaire arrive plus tôt que prévu. La catastrophe est inévitable. Un peu plus tard, au Mistral, Baptiste s'effondre sur une chaise, les traits tirés. Blanche s'assoit face à lui, attentive. Tu as l'air épuisé, Baptiste. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une main sur le visage, soupire. Matisse a fait une bêtise sur le chantier. Et j'ai peur de me faire virer à cause de lui. C'est pas facile de tout gérer le boulot, mon fils, les horaires. Blanche lui lance un regard compatissant. Tu fais de ton mieux, Baptiste. Et crois-moi, ça se voit. Mais tu dois trouver une solution pour Matisse, sinon tu vas t'épuiser. Il hoche la tête, abattu. Pour le moment, c'est Myrtha qui le garde, mais elle peut pas faire ça tous les jours. Faut que je trouve autre chose, vite. Dans la soirée, Audrey le rejoint au Mistral. Elle lui tend un ticket de caisse, l'air satisfaite. J'ai réussi à calmer le propriétaire. Je lui ai fait une remise sur le devis, et il a arrêté de râler. Baptiste la regarde, surpris. T'as fait ça pour moi? Bah ouais. Tu bosses dur, tu mérites pas de te faire descendre pour une maladresse. Et puis je t'admire, tu sais. Gérer ton fils, ton taf, tes galères, tout ça avec le sourire, c'est pas donné à tout le monde. Baptiste baisse les yeux, touché. Merci, Audrey. Mais je te promets que je vais m'en sortir. Je vais trouver une solution pour Matisse, c'est juste une question de temps. Elle sourit, les yeux brillants. Je te crois. T'as ce truc, Baptiste. T'abandonnes jamais. Un court silence s'installe. Leurs regards se croisent, plus intenses qu'ils ne devraient l'être. Puis Audrey détourne les yeux, un peu gênée. Bon, je vais te laisser. Repose-toi un peu, super papa. Elle s'éloigne, laissant Baptiste songeur. Entre fatigue, tendresse et trouble naissant, il sent bien que les choses deviennent plus compliquées qu'il ne l'avait prévu. Et pendant que la nuit tombe sur le Mistral, Baptiste comprend qu'il va devoir jongler entre deux urgences, son fils et un cœur qu'il n'arrive plus tout à fait à maîtriser. Dans la villa, tout paraît étrangement calme, presque frivole. Hugo, Florian et Ophélie traînent dans le grand salon comme des complices satisfaits après un bon coup.
Les verres teintent, la musique est discrète, et pourtant l'atmosphère est électrique, chacun guette la faille chez l'autre. Ophélie, assise au bord du canapé, joue avec une mèche de cheveux puis relève les yeux, déterminée. J'en ai marre d'attendre, lance-t-elle sans détour. Si on attend la rançon, on perd du temps et on s'expose. Il faut qu'on aille la chercher nous-mêmes. Hugo la regarde, d'abord incrédule, puis son visage se ferme. Florian, qui ronge son frein depuis un moment, intervient, piqué. Tu sais très bien ce que tu as fait, Ophélie. On t'a suivi. C'est toi qui as mis tout le monde dans ce merdier. Et je te rappelle que tu étais dispensable. Je t'ai entendu, Hugo, tu avais dit qu'il fallait l'éliminer. Cette phrase allume une mèche. Hugo se lève d'un bond, la colère prenant le dessus. Quoi? Non. J'ai jamais dit ça, espèce d'idiot. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Sa voix monte, rauque. Florian ne recule pas. Tu l'as dit, je te jure que je t'ai entendu. Tu m'as dit de me débarrasser d'elle si elle foutait tout en l'air. Hugo perd son calme. Il s'approche, menaçant, la mâchoire serrée. Arrête avec tes faux témoignages. J'ai pris des risques pour toi, pour nous. Ne me fais pas passer pour un lâche. Ophélie, au milieu des deux, sent l'orage monter. Elle profite de l'altercation pour poser son plan, voix basse mais tranchante. On ne va pas se déchirer maintenant. Écoutez, on sait où la rançon doit transiter, on sait qui va la récupérer. On n'attend pas le coup de fil, on l'intercepte. On se pointe au lieu de dépôt avant l'échange, on intimide, on récupère l'argent et on disparaît. Pas besoin d'attendre que des cons se fassent payer par maman. Florian la regarde, sceptique. Facile à dire. Qui conduit? Qui neutralise les gardes? Et si la police est là? Et si? On planifie, coupe Ophélie. On prend le quat, on choisit un itinéraire, on isole le récupérateur. Et si ça tourne mal, tant pis, mieux vaut agir que crever d'attente. Hugo, encore furieux, sent sa loyauté vaciller. Il savait que l'affaire serait sale, mais il n'imaginait pas un tel niveau d'impulsivité. Pourtant, la détermination d'Ophélie le touche, elle n'est plus la fille perdue qu'il a aimée, elle est devenue une machine à objectifs. Il finit par murmurer, abîmé. Tu sais ce que tu veux, Ophélie. Et tu t'en donnes tellement les moyens. La phrase sonne presque comme un aveu, autant d'admiration que de peur. Florian, lui, croise les bras, blessé par la provocation de Hugo et inquiet de la tournure. Le trio se tend, la confiance se fissure. La décision d'Ophélie plante une graine dangereuse, agir maintenant, c'est accélérer le dénouement pour le meilleur ou pour le pire. La nuit s'épaissit autour de la villa. Chacun mesure les risques, trahison, arrestation, mais aussi argent et liberté. Le plan est lancé à voix basse, les rôles esquissés, et la maison des Kepler, refuge temporaire, devient l'antichambre d'un acte qui peut tout changer. Au commissariat, la tension monte d'un cran. Dans le bureau de Patrick Nebout, Ariane entre sans frapper, un dossier serré contre elle. Son visage grave en dit long. Commandant, on a un nouveau problème. Hugo Basque s'est volatilisé. Plus aucune trace de lui depuis vendredi. Patrick relève la tête, surpris. Disparu? Tu es sûr? Oui. Il n'est pas rentré chez lui, son téléphone est éteint et sa voiture est introuvable. Patrick fronce les sourcils, pensif. Pourtant, ce gamin n'a pas le profil du fugitif. Il a toujours été plutôt stable, pas du genre à se planquer. Ariane ouvre le dossier, sort une photo et un bon de livraison. Justement, c'est là que ça se complique. On a vérifié les achats récents faits à son nom, il a reçu un colis livré directement à son domicile. Et alors? Ce colis contenait de la chaux vive. En grande quantité. Un silence glacé s'installe. Patrick pâlit légèrement. De la chaux? Murmure-t-il, inquiet. Pour faire disparaître des corps? Ariane acquiesce. Exactement. Et si Hugo est vraiment impliqué, on a peut-être affaire à quelque chose de beaucoup plus sinistre qu'on ne le pensait.
Patrick se lève lentement, les mâchoires serrées. Prévient Idriss. Qu'il me trouve tout ce qu'il peut sur ce gamin, compte, trajet, contact. S'il a basculé, je veux savoir quand et pourquoi. Pendant ce temps, sur le bord de mer balayé par le vent, Vanessa Kepler et Ulysse marchent en silence. Leurs visages sont tirés, les yeux marqués par la fatigue et l'angoisse. Les vagues s'écrasent doucement sur les rochers, mais rien ne les apaise. Vanessa s'arrête, le regard perdu vers l'horizon. Toujours rien. Pas un appel, pas un message, je ne sais même plus si je dois espérer ou craindre ce silence. Ulysse la regarde, inquiet. Maman, tu devrais rentrer. Te reposer un peu. Tu tiens à peine debout. Et si le téléphone sonne pendant que je dors? Et si c'est pour m'annoncer qu'ils ont retrouvé le corps de ma fille? Sa voix se brise. Ulysse l'enlace doucement. Arrête, on va la retrouver. Je te le promets. Mais pas comme ça, pas en te détruisant. Vanessa secoue la tête, incapable de lâcher prise. Ses mains tremblent légèrement. Tant qu'ils sont dehors, je ne peux pas me reposer. C'est comme si je sentais qu'il allait arriver quelque chose. Ulysse, bouleversé, finit par céder. D'accord. Rentre à la maison, je passe au cabinet pour régler 2, 3 rendez-vous, et je te rejoins dans 1 heure. Elle hoche la tête, sans vraiment y croire. Alors qu'il s'éloigne, Vanessa reste seule face à la mer. Le vent fait voler ses cheveux, et dans son regard se mêlent peur et pressentiment. Quelque part, elle le sent, le drame n'est pas terminé. Et pendant que la police resserre l'étau autour d'Hugo Basque, une vérité plus sombre encore s'apprête à éclater. La fin était explosive, mais ce n'était que le début du chaos. Alors que la nuit tombe sur Marseille, Ophélie Kepler met son plan en marche. Sa voix, glaciale et déterminée, résonne dans la villa. C'est ce soir ou jamais. Vanessa garde toujours ses liquidités au même endroit. L'argent de la rançon et une arme. Vous entrez, vous prenez, et vous partez. Rien de plus. Florian hésite. Ses mains tremblent, mais il obéit. Hugo, lui, semble prêt, le regard fixe, presque hypnotisé par ce qu'il s'apprête à faire. Ophélie, impassible, leur tend une feuille. Voilà le code du coffre-fort. Pas d'improvisation. Et surtout, pas de témoins. Quelques heures plus tard, le silence règne dans la villa Kepler. Les 2 hommes pénètrent par la baie vitrée du bureau, gantés, méthodiques. Florian cherche le coffre derrière un tableau, tandis qu'Hugo garde la porte. « Dépêche-toi » murmure-t-il. « C'est bon, je l'ai trouvé » souffle Florian en entr'ouvrant la porte métallique. Mais soudain, un bruit de pas retentit dans le couloir. Une clé tourne dans la serrure d'entrée. Florian blêmit. Merde, quelqu'un arrive. Hugo se retourne, le souffle court. Il pense à Ophélie, à sa promesse d'argent, de fuite, de liberté. Ses doigts se crispent sur l'arme. La porte du bureau s'ouvre brusquement. Ulysse Kepler entre, surpris, figé par la scène. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Tout se passe en une fraction de seconde. Hugo panique. 2 détonations claquent dans la nuit. Bang. Bang. Ulysse s'effondre, touché à bout portant. Le silence qui suit est terrifiant. Le souffle d'Hugo se fait rauque, saccadé. Ses mains tremblent, le pistolet encore fumant. « Putain, qu'est-ce que j'ai fait ?» hurle-t-il, le regard perdu. Florian, livide, se précipite vers Ulysse, tente de vérifier son pouls. Il respire encore. Hugo, il respire. Mais Hugo recule, les yeux pleins de larmes. C'était pas prévu, je voulais pas. Quelques rues plus loin, Ophélie attend dans la voiture, nerveuse. Son téléphone vibre. C'est Hugo. Elle décroche. Alors ? Vous avez le fric ? Un silence. Puis la voix d'Hugo, étranglée. Non. J'ai tiré sur Ulysse. Le visage d'Ophélie se fige. Quoi ? Il est venu. J'ai pas réfléchi, je crois qu'il est mort.
Elle reste muette quelques secondes, puis murmure froidement. Alors maintenant, tu finis ce que t'as commencé. Tu récupères l'argent et tu disparais. Dans le bureau, Ulysse gît au sol, entre la vie et la mort. Son sang s'étale lentement sur le parquet. Florian, paniqué, essaie d'arrêter l'hémorragie. Tiens bon, mec, tiens bon. La sirène d'une voiture retentit au loin, brisant le silence. Le plan d'Ophélie vient de voler en éclats. Va-t-il s'en sortir? La question hante désormais tous ceux qui l'aiment. Car si Ulysse survit, c'est tout le château de mensonges d'Ophélie Kepler qui menace de s'effondrer et cette fois, personne ne sortira indemne. Souhaites-tu que je poursuive avec la scène de l'hôpital, où Vanessa apprend que son fils a été grièvement blessé et qu'Hugo est en fuite? Et pendant que les gyrophares continuent de lacérer la nuit marseillaise, le destin semble se refermer sur chacun d'eux comme un piège. Dans les couloirs de l'hôpital, la vie d'Ulysse ne tient plus qu'à un souffle, tandis que Vanessa avance, hébétée, le cœur déchiré entre l'amour et la peur. Dans un autre coin de la ville, Hugo, couvert de sang, roule sans but, fuyant autant les sirènes que sa propre conscience. Et Ophélie, immobile, regarde la mer depuis la villa vide, les yeux secs, comme si elle venait de sacrifier ce qui lui restait d'humain. Tout s'effondre, lentement mais sûrement. Les masques tombent, les alliances se brisent, et la vérité, plus implacable que jamais, s'apprête à tout ravager. Ce n'est plus seulement une affaire de rançon ou de vengeance, c'est une guerre de survie, où chaque battement de cœur peut être le dernier. Car dans Plus belle la vie, les héros ne meurent pas toujours d'une balle. Parfois, ils se perdent dans leurs propres mensonges. Et ce soir, à Marseille, personne n'en sortira indemne.